Imaginez un monde où chaque décision clinique est optimisée par l'intelligence artificielle. L'IA révolutionne la recherche clinique, transformant la prise de décision en un processus plus précis et efficace, rendant possible une médecine de précision. En étant capable d'analyser d'énormes quantités de données et d'en extraire des liens ou relations cachées, elle les rend accessibles à la compréhension des cliniciens. Rappelons ici quelques concepts clés pour mieux appréhender ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle désigne l'ensemble de techniques et d'algorithmes permettant à des machines d'exécuter des tâches qui, traditionnellement, requièrent l'intelligence humaine telles que la reconnaissance de forme, la prise de décision ou l'apprentissage. Elle se saisit de fonctions cognitives qu'on croyait être l'apanage de l'humanité. On pourra ergoter sur le fait qu'elle réfléchit vraiment. Mais de même qu'un avion ne bat pas des ailes, il vole. L'IA, notamment dans ce qu'on appelle le Natural Language Processing, NLP, passe allègrement le test de Turing, c'est-à-dire que nous sommes dans l'incapacité de déterminer si nous parlons à un humain ou à une machine. Indice, la machine ne fait pas de faute d'orthographe ni de syntaxe. Ceci a été permis par la révolution des Transformers, mémoire attentionnelle et lecture massivement parallèle, et l'avènement des Generative Pre-trained, GPT, Large Language Models. Rappelons aussi que ce qu'on appelle intelligence artificielle est un vaste champ d'algorithmes, dont certains n'utilisent pas de réseau de neurones profonds, qui englobe toutes les techniques de data mining que l'on peut aussi approximer comme étant des fonctions de traitement d'un signal numérique. Ce qu'on appelle la GenAI, ou intelligence artificielle générative, est un sous-ensemble d'algorithmes, dont les GPT-LLM à base d'architecture de Transformers, qui visent à générer du contenu, images, sons, vidéos, textes, par imitation de son jeu d'apprentissage. C'est ce type d'IA qui permet de réaliser cette vidéo. Mon avatar a été capturé dans une vidéo et est ensuite animé grâce à un Generative Adversarial, Deep Neural Network ou GAN, ou par un auto-encodeur variationnel. Enfin, les LLM, nos fameux Generative Pre-trained Large Language Model, permettent d'effectuer de tâches de type Natural Language Processing and Understanding. En recherche clinique, où nous allons utiliser beaucoup de données tabulaires, données numériques dans des tables de données, les LLM ne présentent que très peu d'intérêt, ils sont nuls en mathématiques. Par contre, nous allons utiliser des GAN, des auto-encodeurs variationnels, des supports vector machines, pour générer de la donnée synthétique. Nous allons aussi bien entendu utiliser toutes les techniques de validation statistique classiques, car acceptées et validées par les régulateurs. Les algorithmes d'IA apprennent à partir de données. La performance d'un modèle dépend directement de la qualité, de la quantité et de la représentativité des données d'entraînement. En tant que producteur primaire de la donnée clinique, votre rôle est critique dans la qualité de production de cette donnée. Comme le veut l'adage « garbage in, garbage out ». Si on entre de la donnée de qualité insuffisante, même la meilleure IA du monde ne pourra transmuter du plomb en or. Et encore du plomb, c'est de la donnée jugée qualitative bien souvent. Comment l'IA apprend-elle? Sans rentrer dans des nuances trop techniques, il convient déjà de distinguer 3 grands types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé consiste à nourrir l'IA avec des données labellisées. Par exemple, de l'imagerie médicale avec son diagnostic et les annotations du radiologue. L'apprentissage va consister à faire du lien entre des caractéristiques anatomiques et une classification clinique. Dans l'apprentissage non supervisé, l'IA va apprendre seule à distinguer différentes classes dans son jeu d'apprentissage. Par exemple, on lui présente des milliers d'images de chats et elle va inférer seule les caractéristiques de la classe « objet présenté », qui se trouve être un chat. Il y a aussi un apprentissage auto-supervisé. Une IA déjà entraînée va produire des données labellisées pour entraîner une autre IA. Enfin, il y a l'apprentissage par renforcement, qui concerne plutôt des séquences d'actions, et on va récompenser la machine quand elle réalise une séquence attendue et la pénaliser quand elle réalise une séquence non désirée. C'est ainsi qu'on peut faire apprendre à marcher à un robot sans devoir explicitement lui expliquer ce qu'est marcher. On lui dit par exemple de se déplacer d'un point A à un point B
ce qui mathématiquement revient à réduire la distance du robot au point de destination. Comme un bébé, il va commencer par se tourner sur lui-même, puis ramper, puis se mettre debout, puis marcher, au gré des récompenses et pénalités. Le cycle itératif à droite schématise ce qui se passe lors de l'apprentissage d'un réseau de neurones. On part de données initiales, du bruit, sur lesquelles on va faire une prédiction initiale qui est liée à l'état d'initialisation du réseau de neurones, de ses poids synaptiques, pour faire une analogie approximative avec la neurologie. Et on va mesurer, apprentissage supervisé, avec la fonction de perte ou loss function, la différence entre le résultat prédit et le résultat attendu. L'apprentissage consiste à réduire cette différence itération après itération. La rétropropagation consiste à mettre à jour les poids synaptiques de façon à tenter de faire diminuer la fonction de perte lors du prochain cycle. On recommence à produire une prédiction avec ces nouveaux poids et on réévalue la fonction d'erreur. Si l'erreur a augmenté, c'est qu'on n'a pas modifié les poids dans le bon sens et on va corriger les poids. Si l'erreur a diminué, c'est qu'on a modifié les poids dans le bon sens et on va continuer en ce sens pour trouver le minimum de la fonction d'erreur après n itérations. À noter que tous les algorithmes d'IA ne font pas appel à des réseaux de neurones profonds et que tous les algorithmes n'utilisent pas forcément une fonction de perte pour converger vers un optimum. Les données médicales sont souvent du type HDLSS, High Dimensional Low Sample Size. Les données cliniques comportent un grand nombre de variables, haute dimensionnalité, mais ont souvent une taille d'échantillon faible. Le Système national de données de santé décrit le patient avec plus de 300 variables et au maximum, nous disposons de 64 millions de lignes. Cela peut paraître beaucoup, mais si on compare à l'entraînement des fameux LLM, ils n'ont qu'une dimension de variable, le mot ou un de ses composants, sous-mot subword. Et il en a des millions de milliards à disposition. Même si la position d'un mot dans une phrase va bien entendu modifier la pondération et l'appréhension de ce mot lors de la phase d'encodage. Cette caractéristique, couplée au fait que la qualité des données médicales est souvent très variable, font que l'IA a beaucoup de mal à être entraînée de façon fiable et ou optimale sur ce type de données. Nous connaissons tous des dossiers médicaux patients électroniques, Electronic Medical Records, où les champs structurés, poids, taille, allergies médicamenteuses, etc., sont vides et où on trouve toutes ces informations dans le champ commentaire. De nouveau, vous cliniciens avez un rôle clé, primordial dans la production de données de qualité. Le risque alors est d'entraîner une IA de façon sous-optimale qui pourrait conduire à des erreurs d'interprétation clinique. Le risque également avec l'IA, c'est le fantasme d'oracle absolu qu'elle peut revêtir chez le profane, alors que rien n'est magique et que ce sont souvent des mathématiques de haut vol qui sont cachées dans des lignes de code et des procédures algorithmiques. Le risque ici, c'est celui de l'expérience de Milgram et la surlégitimité attribuée à l'IA en faisant fi de l'analyse qualitative de son entraînement. Le grand ordinateur, dans sa blouse blanche immaculée, a dit que. Donc c'est que c'est vrai, or on sait que les LLM sont sujets à des hallucinations. En vérité, ils font ce pourquoi ils ont été entraînés. Ils fabriquent des phrases décrivant quelque chose de plausible avec une éloquence certaine. Mais plausible ne veut pas dire vrai. De fait, c'est plutôt nous qui hallucinons, arrêtons là l'anthropomorphisme appliqué aux algorithmes, lorsque notre propre connaissance nous permet de déterminer que l'IA raconte n'importe quoi. Un article scientifique plausible, bon auteur, bon journal, titre approchant, mais DOI totalement inexistant, quoique correctement formaté. La FDA a approuvé plusieurs solutions d'imagerie en scénologie utilisant l'IA. Ici, un algorithme du MIT classifie comme étant une tumeur, une microcalcification, qui ne sera identifiée comme étant une tumeur que 4 ans plus tard. Une étude en scénologie suédoise, conduite sur 100 000 femmes, montre un diagnostic amélioré de 29%, plus précis et précoce. Une charge pour le radiologue réduite de 44%, car l'IA lui dit sur quel cliché se concentrer et identifie les cas les plus simples d'elle-même,
et un taux de faux négatifs ou positifs stable par rapport à un collège de radiologues. Nous voyons et comprenons l'immense impact et bénéfice que pourraient avoir ces technologies en pratique clinique et en recherche clinique. Toutefois, un certain nombre de freins existent que nous allons explorer maintenant. La faible qualité et quantité des données de santé limitent l'entraînement des algorithmes d'IA, surtout en contexte HDLSS, High Dimensional Low Sample Size, où la quantité de variables dépasse largement la taille de l'échantillon. Il est crucial de sensibiliser les acteurs de santé à l'importance de données standardisées et interopérables pour éviter les biais et améliorer la fiabilité des modèles d'IA. Encore une fois, en tant que clinicien et producteur de données, il faut vraiment garder cela à l'esprit. La dispersion des données entre hôpitaux, bases privées et initiatives publiques freine leur exploitation. Une consolidation sous une gouvernance claire, exemple du Health Data Hub, faciliterait l'accès aux données et renforcerait leur valorisation pour l'IA. L'IA en santé requiert un cadre réglementaire garantissant transparence, fiabilité et éthique, tout en protégeant les patients. RGPD en IA Act, vers une certification des algorithmes incorporés en pratique clinique, par exemple dans des dispositifs médicaux. Le RGPD encadre déjà l'usage des données personnelles et l'IA Act imposera bientôt une certification des algorithmes assurant une supervision humaine pour prévenir biais et erreurs médicales. Il faut cependant penser à une certaine harmonisation, car nous pourrions avoir le même effet que pour les essais cliniques réels, à savoir le dépaysement de l'entraînement des IA, là où le contexte juridique est le moins pesant. Dans le cadre de la dérégulation libertarienne qui a lieu aux États-Unis, il faudra vraiment peser de tout notre poids européen pour garantir un minimum d'éthique. L'IA pose aussi le problème d'un risque cyber accru, avec de nouvelles attaques comme le prompt injection, manipulation des réponses et la confidentialité différentielle, fuite de données sensibles. Des mécanismes de protection robustes sont indispensables. L'adoption de l'IA en santé exige une montée en compétence des praticiens pour une utilisation éclairée et efficace. Un médecin doit-il être utilisateur expert, pilote ou concepteur, ingénieur aéronautique? Récemment, lors des sessions du RSNA, Radiological Society of North America, l'idée prédominante était que tout médecin ait des formations poussées en langage Python et en intelligence artificielle. Cela s'est un peu calmé. Le clinicien n'a pas à devenir un ingénieur en mathématiques appliquées et en codage d'IA, sauf accointance personnelle. La recherche en ce domaine va tellement vite que même les experts ont du mal à suivre. Les cliniciens doivent par contre connaître les forces et les faiblesses des algorithmes et leur bon usage clinique. Il faut être formé à son bon usage. Actuellement, la formation reste superficielle, limitant l'adoption optimale de l'IA. Avec seulement 28 heures dédiées aux sciences des données et IA en formation initiale et une formation continue inadaptée, un cadre structuré et certifiant devient indispensable pour accompagner l'évolution des pratiques. L'arrivée de l'IA nécessite des infrastructures adaptées, largement absentes des hôpitaux. Aucune anticipation dans le plan hôpital numérique 2012-2017, GPU, Clusters Kubernetes. Rien n'a été prévu pour l'IA, rendant son déploiement complexe faute de capacité de calcul adaptée. Sans évoquer la maîtrise des risques cyber existants, avant même l'ajout de ceux liés au déploiement de l'IA. DevOps, MLOps, DevSecOps, autant de bonnes pratiques en matière de développement et d'exploitation de l'IA restent méconnus des DSI hospitalières, freinant l'intégration de l'IA. Une modernisation urgente et l'intégration d'experts IA sont nécessaires. L'IA en santé ne peut se limiter à une démonstration technologique. Sa validation médico-économique est obligatoire pour justifier un investissement durable. Cette validation est la grande absente des questionnements au sujet de l'IA en pratique clinique, du moins du côté de ses promoteurs acharnés, les fournisseurs de solutions IA qui cherchent à capter un relais de croissance pour leurs activités. L'IA doit prouver son impact clinique, meilleur diagnostic, réduction des erreurs, et économique, optimisation des coûts, gain d'efficacité.
Sans cela, aucun passage à l'échelle viable. Une IA, même performante, doit être acceptée par les soignants et adaptable à grande échelle. Elle doit aussi permettre sa mise à jour à moindre coût pour rester pertinente et à l'état de l'art. Sans stratégie de déploiement, elle restera un simple prototype coûteux sans impact réel. En dépit de ces freins bien réels, il faut continuer à aller de l'avant et à développer une IA permettant l'augmentation des bénéfices cliniques pour le patient, une soutenabilité de notre modèle de santé, dans le respect des différentes parties prenantes. Nous allons aborder un cas d'usage particulier qui est celui des données synthétiques dans le cadre de bras de contrôle synthétiques qui intéressent à la fois les compagnies pharmaceutiques, les CRO et les investigateurs cliniques. Nous allons aborder maintenant le thème des bras de contrôle synthétiques. Comme l'indique le titre, ces cohortes de patients n'existent pas. Cependant, elles contiennent la même information statistique que les cohortes réelles dont elles sont issues par entraînement d'un algorithme. Elles permettent donc en principe d'aboutir aux mêmes conclusions, à moindre coût, beaucoup plus rapidement. C'est une simulation in silico, à la vitesse des Graphical Processor Units, et en rendant obsolète tout ce qui concerne la confidentialité des données de santé, l'utilisation secondaire des données cliniques, une fois l'algorithme entraîné bien entendu, car ces patients, tout bonnement, n'existent pas. Le concept est des plus séduisants. Voyons ce que cela recouvre. Les bras de contrôle augmentés par l'IA révolutionnent les essais cliniques en optimisant l'efficacité et la faisabilité des études. En réduisant le nombre de patients dans le bras placebo, ils minimisent l'exposition aux traitements inefficaces tout en garantissant une rigueur méthodologique. La fusion des bras, contrôle et expérimentale pour des raisons éthiques, réduction des chances des patients du bras contrôle, rend nécessaire la fourniture d'un bras de contrôle synthétique pour une comparaison statistique. Ces approches sont particulièrement précieuses pour les maladies rares et orphelines, où le recrutement est un défi majeur. L'IA facilite également l'optimisation du recrutement des patients, garantissant des cohortes mieux ciblées et statistiquement robustes. Enfin, elle permet des essais cliniques dynamiques, adaptant les protocoles en fonction des données en temps réel, rendant ainsi les études plus flexibles, efficientes et économiques, ce qui permet aux patients de bénéficier plus rapidement d'un traitement innovant via une autorisation temporaire d'usage. L'exploitation des données en santé est souvent limitée par leur rareté et leur hétérogénéité, notamment dans un contexte HDLSS, High Dimensional Low Sample Size. Pour pallier ce manque, différentes approches permettent d'enrichir les données disponibles. Les données augmentées sont obtenues par des techniques de rééchantillonnage, bootstrapping ou par enrichissement à partir de sources complémentaires. Pour aller plus loin, les données synthétiques, générées par des modèles d'IA générative, offrent une solution innovante en reproduisant des jeux de données réalistes tout en préservant la confidentialité des patients. Ce passage progressif des données réelles, haute fidélité, aux problèmes de qualité près, vers des données synthétiques de qualité, ouvre de nouvelles perspectives pour l'entraînement des modèles d'IA en santé. Notons aussi que Elon Musk pense que la seule façon d'améliorer encore l'entraînement des LLM est de leur fournir des données synthétiques, car ils auraient épuisé tous les textes de première main produits par les humains. Les bras de contrôle synthétique révolutionnent les essais cliniques en combinant modélisation statistique, apprentissage automatique et approche hybride. La simulation statistique permet d'estimer des trajectoires cliniques en fonction de paramètres connus, tandis que le deep learning, via des réseaux de neurones génératifs, produit des données synthétiques réalistes. L'approche hybride, combinant données réelles et générées, renforce la robustesse des bras synthétiques. Cette innovation gagne en reconnaissance. La FDA a validé un essai de phase 3 dans le glioblastome utilisant une cohorte de contrôle hybride et la HAS envisage l'ajout d'un troisième bras synthétique aux essais traditionnels. Ces avancées ouvrent la voie à une optimisation des essais cliniques, réduisant le recours aux bras placebo tout en améliorant la puissance statistique, voire les références en bas de page. Si les données synthétiques offrent de nouvelles opportunités pour les essais cliniques, elles comportent aussi des risques et biais.
Elles peuvent amplifier les biais des données d'origine ou souffrir de surgénéralisation, overfitting, si le modèle est mal calibré, produisant ainsi des scénarios non représentatifs. La qualité et la robustesse de ces données doivent être rigoureusement évaluées en les comparant aux données réelles. Pour cela, un contrôle qualité s'impose avec des protocoles de validation mesurant la cohérence statistique, distribution, corrélation, variabilité, afin d'assurer leur fiabilité et leur pertinence clinique. Ce contrôle qualité doit disposer d'un cadre et d'outils de certification qui fassent consensus. Ce contrôle qualité concerne aussi bien les algorithmes en eux-mêmes que les jeux de données d'apprentissage. Ces derniers relèvent le plus souvent du secret industriel qui cache des pratiques douteuses et non éthiques, et pourtant qualifier le jeu de données est un enjeu primordial pour assurer la qualité des IA produites. L'acceptation des bras synthétiques dans les essais cliniques repose sur une validation rigoureuse par les autorités. La FDA et d'autres régulateurs explorent actuellement des cadres spécifiques pour garantir leur fiabilité. L'utilisation secondaire des données cliniques via des données synthétiques anonymisées permet de renforcer la confidentialité en conformité avec le RGPD et l'IA Act. Toutefois, leur adoption nécessite une documentation transparente, détaillant la provenance des données, les méthodes de génération et les protocoles de validation afin de garantir leur robustesse et obtenir l'aval des autorités de régulation. L'acceptation des bras synthétiques repose sur leur pertinence clinique et leur intégration fluide dans les pratiques médicales. L'implication des cliniciens dès la conception et la validation est essentielle pour garantir leur crédibilité et adoption. L'interopérabilité avec les workflows cliniques doit être assurée afin que ces outils puissent s'intégrer sans perturber les processus existants. Enfin, une formation continue des équipes médicales est nécessaire pour leur permettre de comprendre les usages, les bénéfices et les limites de ces approches innovantes. Il faut comprendre que le bras de contrôle synthétique est une forme de jumeau numérique. Il permet de prédire le comportement d'une population statistique, ensemble de variables de sortie, en fonction des variations de certaines variables d'entrée, ici principalement le temps t. Je vais vous présenter ce que nous faisons chez Qualys en matière de création de populations synthétiques, en vue notamment de produire des bras de contrôle synthétique. Ici, nous voyons l'interface graphique simple d'un générateur de population synthétique qui a été entraîné sur de l'open data du NIH pour produire une population atteinte de lymphome diffus à grandes cellules de type B, DLBCL. Ici, nous lui demandons de nous produire 10 000 patients. Après moins d'une minute de calcul, il nous produit cette population statistique contenant une quarantaine de variables et une taille d'échantillon de 10 000 patients qui n'existent pas réellement, mais sont représentatifs de cas de DLBCL plus ou moins agressifs à différents stades de l'histoire pathologique. L'interface nous fournit également une rapide visualisation des distributions ainsi que les valeurs des différentes variables. Comment a-t-on construit ce modèle? Nous sommes partis d'Open Data du NIH concernant le DLBCL. Une cohorte de 119 patients, décrits par une quarantaine de variables sans données génomiques, a été utilisée. On considère que l'apprentissage par réseau de neurones profonds est compliqué pour des données HDLSS. Il faudrait à minima que la taille de l'échantillon fasse à minima 50 à 100 fois le nombre de variables ou entités descriptives pour qu'on puisse avoir un entraînement à peu près fiable. Ici 40 variables, soit 4000 lignes minimum exigibles versus 119 lignes réelles. On comprend aussi qu'il ne s'agit pas de copier, coller les 119 lignes de patients réels jusqu'à obtenir au moins 4000 lignes pour pouvoir entraîner notre algorithme. Cela ne crée pas d'informations supplémentaires, que l'on mesure par le critère d'entropie du jeu de données. Pour créer de l'information, on peut générer un bruit aléatoire sur les données, bootstrapping, et ou essayer d'augmenter le nombre de variables descriptives en ajoutant, par exemple, des données génomiques. Nous allons y revenir bientôt. Après augmentation de la population, nous procédons à un contrôle qualité du procédé d'augmentation, soit par des analyses univariées,
bivariées et multivariées par analyse en composantes principales pour la réduction dimensionnelle, par exemple. Ici, on voit une comparaison de la distribution univariée d'une variable spécifique en superposant les courbes de densité, de probabilité de la variable avant, en bleu, augmentation, et après, en orange, augmentation. Comme indiqué précédemment, nous réalisons aussi une batterie de tests statistiques classiques sur le jeu de données obtenues. Nous avons choisi, en plus de la correction et imputation des données manquantes, de réaliser une augmentation dimensionnelle par ajout de variables génomiques que sont les mutations sur les gènes BCL2, BCL6 et MIS-C qui sont déjà identifiées dans les formes de DLBCL, dites double hit et triple hit de sombre pronostic. Nous avons été chercher dans PubMed, Blood, des entités nommées extraction automatisée par LLM, pouvant alimenter des matrices de covariance qui nous fourniraient une idée de la distribution de ces mutations en fonction par ailleurs de critères d'agressivité de la tumeur déjà présents dans notre jeu de données initial. Nous avons ensuite positionné ces règles de distribution dans notre jeu de données pour enrichir notre jeu de données d'informations génomiques probables, sinon plausibles. On peut entendre d'ici les cris d'orfraie de certains biostatisticiens quant à cette façon de procéder. Nous pourrions pousser les mêmes cris quand on constate que depuis toujours, on en vient à penser pour les besoins de l'essai clinique qu'un tout petit échantillon d'humanité, à la sélection parfois biaisée et manquant de diversité, pourrait représenter à lui seul la future population consommatrice de ce possible futur traitement et capturer toutes les iatrogénies ou inefficacité du traitement en raison du polymorphisme humain. Nous travaillons en ce moment à donner un score de confiance au modèle produit en fonction d'un score qualité attribué aux données en entrée. Nous ne cherchons pas à identifier la taille minimale de la cohorte qui serait possible de traiter par notre plateforme TwinMe, mais nous cherchons à guider le clinicien qui entraînera lui-même son modèle en lui fournissant des indicateurs qualité, à elle ou lui, de décider s'il souhaite poursuivre l'entraînement, alors même que la qualité ou quantité du jeu de données initial est jugée insuffisant ou inadéquat. Nous voyons donc une nouvelle fois que la qualité et la quantité du jeu de données initial sont essentielles à un bon apprentissage en vue de produire un modèle robuste et fiable. Les données médicales sont souvent High Dimensionality, Low Sample Size, HDLSS, c'est-à-dire qu'elles comportent un grand nombre de variables pour un faible nombre d'échantillons, rendant l'entraînement des IA complexe et biaisé. Pour surmonter cet obstacle, il est impératif de massifier la donnée médicale à travers plusieurs stratégies. 1. Interopérabilité des entrepôts de données de santé, confère le Health Data Hub pour centraliser et harmoniser les données existantes. 2. Apprentissage fédéré permettant au modèle d'IA d'apprendre sans déplacer les données, garantissant confidentialité et diversité des sources. 3. Génération de données synthétiques fiables. Bien que cela implique d'avoir déjà entraîné des modèles sur des données de qualité, créant un paradoxe qui peut mener à un retour à la case départ. Ces approches sont essentielles pour faire émerger des IA robustes et applicables en santé. Qu'est-ce qu'un bon entrepôt de données de santé ? C'est facile, il stocke des données de santé. Et le mauvais, alors ? Il stocke des données de santé aussi, mais c'est pas pareil. L'interopérabilité des bases de données permet de connecter et harmoniser différentes sources de données médicales. En adoptant des standards communs et des architectures compatibles, ces bases facilitent l'échange d'informations, améliorant ainsi l'accès aux données pour la recherche et l'entraînement des modèles d'IA. Un point de service API joue un rôle clé dans la gestion de la gouvernance et du droit d'accès sécurisé aux données. Il permet un contrôle strict des permissions, garantissant que seules les entités autorisées accèdent aux informations, tout en assurant la traçabilité et la conformité aux régulations, RGPD, IA, Act. Cette approche renforce la sécurité et l'interopérabilité des systèmes de données de santé. Le respect des normes RGPD, HDS, IPA et ISO 27001-27701
est essentielle pour assurer la sécurité, la confidentialité et la gouvernance des données de santé. Ces certifications garantissent un hébergement sécurisé, une gestion rigoureuse des accès et une protection optimale des informations sensibles, indispensables pour le déploiement d'IA en santé. Les interfaces cliniques facilitent l'exploration et l'exportation des données via des catalogues de données et des data platforms dédiées. Pour assurer une interopérabilité optimale, des standards tels que HL7, FHIR, DICOM et CDA permettent un transfert sécurisé et structuré des informations entre les systèmes, garantissant ainsi une intégration fluide dans les workflows médicaux. Un entrepôt dynamique assure une mise à jour régulière des données en provenance du DMP et d'autres sources cliniques, garantissant ainsi l'évolution continue des modèles d'IA. Cette approche permet d'adapter les algorithmes aux nouvelles tendances médicales et d'améliorer leur fiabilité et pertinence clinique dans le temps. Un catalogue de données centralisé tel que le Health Data Hub, HDH, permet d'unifier et structurer les informations médicales issues de diverses sources. Il facilite l'interrogation et l'accès aux jeux de données, optimisant ainsi leur exploitation pour la recherche et le développement de modèles d'IA en santé. Les entrepôts de données de santé stockent des données statiques, nécessitant une expertise statistique pour être correctement exploitées. L'analyse de ces données requiert des compétences en modélisation, interprétation et validation statistique, des connaissances cliniques. Le jumeau numérique, JN, transforme les données statiques en données vivantes, permettant d'alimenter des processus de décision clinique en temps réel. Grâce à ses capacités de simulation prédictive, il anticipe les évolutions possibles d'un patient ou d'un traitement, optimisant ainsi la personnalisation des soins et la prise de décision médicale, afin d'en extraire des insights pertinents et d'éviter les biais d'interprétation. L'intelligence artificielle, IA, révolutionne la recherche clinique en affinant la prise de décision, en prédisant les réponses au traitement et en jonglant avec des montagnes de données complexes. Toutefois, rien de magique ici. Pour réaliser cela, il faut des données de qualité, en quantité suffisante et des procédés de traitement de la donnée qui soient rigoureux, traçables et auditables et respectueux du droit des patients. Vous, cliniciens, avez un rôle primordial dans la création ab initio de ces données de qualité. Les jumeaux numériques et les bras de contrôle synthétique incarnent le potentiel de l'IA pour simuler des essais cliniques, une aubaine pour les maladies rares et les petites cohortes où chaque patient compte. Il y a là un paradoxe apparent lié au fonctionnement de l'IA. Elle ne peut apprendre que de cohortes suffisamment larges pour identifier les liens cachés entre les données qu'elle révèle dans son sous-espace latent. Ce n'est qu'une fois qu'elle a appris du groupe, de la population statistique ayant servi à l'entraîner, qu'elle pourra prédire ce qui pourrait arriver à un individu unique dont la distribution statistique est contenue dans cette population. Mais malgré ces avancées prometteuses, quelques cailloux dans la chaussure freinent encore leur adoption en clinique. Qualité des données, garbage in, garbage out, cadre réglementaire flou, Kafka aurait adoré, acceptabilité par les cliniciens, plus qu'un problème côté patient, et validation médico-économique. Car oui, même l'IA doit prouver qu'elle est rentable et surtout qu'elle sert le bien commun, la soutenabilité de notre système de santé. Il serait délétère qu'un acteur privé, au nom de la puissance de ces modèles, capture une part léonine de l'Ondam. Amélioration de la qualité des données. La mise en place d'entrepôts de données de santé interopérables et hautement sécurisés est essentielle pour garantir des apprentissages robustes. L'optimisation de la structuration, du stockage et du partage des données permettra de renforcer leur exploitation par l'IA, tout en assurant confidentialité et conformité réglementaire. Un cadre réglementaire cohérent et compétitif. La validation des algorithmes d'IA en milieu clinique requiert une collaboration étroite avec les agences de régulation FDA, EMA, HAS, ANSM. Il est crucial d'assurer une régulation équilibrée
qui garantissent la sécurité et l'efficacité des solutions tout en évitant une dérégulation excessive qui pourrait favoriser une compétition biaisée au détriment de la qualité et de l'éthique. Formation et acculturation des professionnels de santé. L'intégration de modules de formation dédiés à l'IA dès la formation initiale et tout au long de la carrière est indispensable pour permettre une adoption éclairée des outils décisionnels. Il ne s'agit pas seulement de savoir les utiliser, mais de comprendre leurs limites, leurs forces et leur bon usage pour une prise de décision clinique optimisée. Poursuite de l'innovation et gestion des limites des données. L'exploration d'approches avancées comme l'apprentissage fédéré et la génération de données synthétiques permet de surmonter le défi du HDLSS, High Dimensional Low Sample Size, garantissant ainsi des modèles d'IA plus performants et généralisables malgré un volume limité de données réelles. Vers une médecine de précision augmentée par l'IA, l'intégration des jumeaux numériques dynamiques révolutionne la prise de décision clinique en permettant des simulations prédictives personnalisées. En combinant analyse de données massives et modélisation avancée, ces outils soutiennent des stratégies thérapeutiques sur mesure, favorisant des traitements plus ciblés et efficaces pour chaque patient. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions discuter d'une possible présentation de notre plateforme, voire d'une collaboration fructueuse.